Pour moi, le plus grand enjeu, c'est évidemment celui de la transition écologique à l'échelle de la planète. Mais je voudrais ajouter tout de suite qu'il ne pourra pas y avoir de justice climatique si en même temps il n'y a pas de justice sociale. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à tenir les deux à la fois. Sur la question climatique, je pense que c'est beaucoup des questions de compétences qui manquent. Euh, D'abord, il y a un sujet de prise de conscience. Elle est globalement récente. Euh, Elle est parcellaire. Euh, on a longtemps parlé du climat et pas de la biodiversité. Il n'y a que cette année, hein, pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'il y a eu un Climate et un Nature Summit, les deux ensemble, et donc le concept de Nature-Based Solution, avec là en 2020 maintenant la COP de Kunming en Chine pour établir des objectifs de 2030 en biodive. Or, je parle de la biodive parce que je pense qu'elle est fondamentale dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour trouver des semences qui permettront que ça fonctionne malgré plus de sécheresse, des températures différentes, etc. Pour changer les pratiques agricoles, remettre du carbone dans le sol. La santé des sols et la biodive, c'est directement lié. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, il y a des silos en fait de compétences. Euh, le climat, la biodive, l'énergie, mais on manque de compétences transversales, intégratives de l'ensemble de ces paramètres-là. Donc je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles euh, on a du mal à mettre en mouvement la transition écologique qui est absolument nécessaire. Sur la transition sociale, sur la question de la justice sociale, euh, je pense que la façon dont on définit aujourd'hui la croissance, le PNB, permet pas de rendre compte de façon complète de ce qu'est l'économie et donc enfin, de l'impact social qu'elle pourrait avoir. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des indicateurs qui sont trop pauvres, trop axés sur le monétaire. Et dans le monétaire, sur des schémas qui sont, de mon point de vue, insuffisamment régulés euh, au sens très large du terme pour permettre un accroissement et un partage des richesses qui soit plus vivable dans les contraintes de la planète qu'on a et dans la contrainte que chacun puisse y trouver une vie décente. Moi, je pense qu'une entreprise n'existe que parce qu'elle a une utilité et donc une utilité sociale. Euh, le jour où elle cesse d'être utile à ses clients, de rémunérer suffisamment ses salariés, de payer suffisamment ses fournisseurs, ils vont ailleurs. Il serait anormal même de penser qu'une entreprise ne puisse pas participer à ces transitions, à la fois climatiques, environnementales, sociales, culturelles d'ailleurs, etc. De nouveau, la difficulté, c'est que elles, beaucoup d'entreprises sont hypertrophiées sur le côté économique et financier, et elles sont insuffisamment développées dans leurs compétences, leurs capteurs, leur ambition sur les autres aspects. Et donc, de même, elles sont d'une certaine façon le reflet de ce que je décrivais sur où on en est et pourquoi les choses n'avancent pas suffisamment vite. Une entreprise, elle n'est pas hors sol, elle est insérée dans une culture, une société, des pays qui ont leurs normes, leurs règles, etc. Regardez par exemple la vitesse à laquelle les entreprises se sont attelées à la COP de Paris en 2015 à leur agenda climatique, en adoptant les SDGs, des objectifs de développement durable, beaucoup plus vite que les gouvernements. Elles ont 4 ans d'avance sur la plupart des gouvernements. Et les premières à l'avoir fait, ce sont les grandes entreprises. Donc, oui, il me semble à la fois possible et je dois dire nécessaire que les grandes entreprises, la nôtre et bien d'autres, hein, s'inscrivent en plein dans cette transition. De mon point de vue, il en va même in fine de la résilience de nos business. Euh, L'environnement social, culturel, politique et climatique évolue trop vite pour que nous ne prenions pas cette transition non pas simplement comme une question de gestion des risques, mais comme une option stratégique majeure.
deux aspects, je dirais. Le premier, c'est presque un aspect systémique, mais j'aime pas le mot système parce que je considère pas qu'il y ait de système. Je pense que on fait système, mais c'est malgré tout des créations qui sont purement des créations humaines. Il s'est trouvé que inconsciemment, on a construit des trucs qui aboutissent aujourd'hui à des systèmes, mais le système, c'est vous et moi. Et donc, si on est suffisamment nombreux à vouloir qu'il change ou vouloir en utiliser un autre, bah, voilà. Donc il y a des systèmes, mais ils ne doivent en rien arrêter l'énergie et l'espoir de les voir changer. C'est le premier point. Or, une grande entreprise cotée multinationale, où on a 300 000 actionnaires, la plupart sont américains, anglais, quelques français, etc. Une entreprise comme la nôtre, elle vit dans un système qui est le système du marché financier, où il faut que tous les trimestres, on dise où on en est, que quand il nous manque quelques pouillèmes de croissance, le cours de bourse fait moins 7%, et il faut qu'on s'explique, et ça a plein de conséquences. Voilà. Donc, le premier frein, il est là. C'est qu'on est enchâssé dans tout un tas de systèmes qui ne sont pas équipés, qui n'ont même pas pour objectif d'adresser cette transition. Le deuxième, il est exactement à l'autre bout, c'est moi. Le frein, c'est moi. C'est chacun d'entre nous. C'est changer des pratiques agricoles. On sait très bien comment l'agriculture peut devenir un puits de carbone au lieu d'être 20 ou 25% des émissions de carbone aujourd'hui dans les pays des zones tempérées, au minimum, et en tout cas en Europe, les pays de l'OCDE. Mais pour ça, il faut changer des pratiques, il faut financer ce changement de pratique. Et donc ça suppose pour des agriculteurs de réfléchir différemment, d'accepter moins de rendement mais plus de durabilité. Ça suppose pour des consommateurs de finir par payer le véritable prix de leur alimentation. Je dis et je le redis qu'en France en particulier, on ne paye pas le véritable prix de l'alimentation. Donc c'est des changements culturels, mais c'est des changements qui nous concernent chacun et chacune individuellement. Et donc un des freins au changement, c'est vrai chez nous et c'est vrai partout, c'est la prise de conscience de ces enjeux et de passer, pour individuel, hein, et de passer d'un mouvement, d'une prise de conscience à un mouvement d'action. Et c'est vraiment là que, pour moi, il y a un appel au leadership de tous, absolument tous. Ça ne se fera pas par quelques-uns, ça ne se fera pas que par les CEO. Mon rôle dans une organisation, c'est de donner des autorisations, c'est de permettre des changements. Mais je ne peux pas les conduire moi-même. C'est les 100 000 personnes chez Danone qui doivent les conduire. Et c'est vrai dans toutes les organisations. Et c'est vrai au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les acteurs du changement, ils sont partout dans la société civile. Et je trouve ces circonstances sont un appel au leadership de chacun. Celui que je viens de lire, voilà, L'occupation du monde de Sylvain Piron. Il révèle, au travers des discours, de la littérature, des constructions mentales, comment nous occupons le monde au sens romain du terme, au lieu de l'habiter et de l'incarner. Nous sommes en situation vis-à-vis du monde, et par monde, il entend les cultures, il entend l'environnement naturel. Nous en sommes les occupants comme des occupants militaires. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ça traduit au fond, en grande partie pour moi, la raison pour laquelle nos modèles économiques et nos représentations du monde, de l'humain sur cette planète, doivent changer.